Bonjour à tous et bonjour aux internautes qui nous suivent aujourd'hui. Bienvenue à ce petit déjeuner organisé par Philipp & Partner en collaboration avec le groupe Larcier et Lexing Belgique. L'histoire qui va nous servir de fil rouge aujourd'hui pourrait être la vôtre. Donc vous êtes un chef d'entreprise, vous venez me consulter parce que vous avez un problème avec un ex-employé, appelons-le Roger. Roger, jusqu'il y a peu de temps, était un employé modèle de votre entreprise, mais voilà, Roger a décidé de changer d'air. Il vous a notifié son préavis et maintenant qu'il est parti, il vous réclame de l'argent pour que votre entreprise puisse continuer à exploiter l'interface graphique de vente en ligne qu'il avait réalisée durant sa collaboration avec votre entreprise. Alors, lorsque vous venez me voir, vous êtes sûr de vous, vous dites bah oui, c'est évident, je lui ai payé son salaire pendant toutes ces années, donc forcément, ce qu'il a produit m'appartient et donc je ne comprends pas sa réclamation. Alors, quand je vous explique que malheureusement, ce n'est pas aussi simple et que Roger pourrait effectivement être en droit de réclamer quelque chose à votre entreprise, je vois que vous vous tassez progressivement sur votre chaise et que je vois que vous vous stressez progressivement par rapport aux réponses que je vous apporte. Et pourtant, si vous aviez pris quelques précautions élémentaires, vous auriez pu éviter cette situation. Alors c'est précisément l'objet de notre petit déjeuner aujourd'hui. Nous allons voir quelles sont les mesures à adopter pour pouvoir exploiter en toute sécurité les créations de vos employés. Alors comme nous le faisons classiquement dans ces petits déjeuners, nous allons le faire sur base de 4 questions. Dans la première, nous verrons quel type de créations sont réalisées par les employés et quelles sont les règles qui s'y appliquent. Ensuite, nous verrons les mesures de précaution à prendre vis-à-vis des employés. Après, les mesures à prendre pour améliorer, renforcer la protection à l'égard des concurrents. Et enfin, nous verrons dans quelle mesure le secret peut constituer une alternative. Alors, première question, quelles sont les créations des employés qui pourraient faire l'objet d'une protection et d'une exploitation par ma société? Alors, reprenons l'exemple de Roger. Donc, Roger, très créatif, très prolifique. Donc Roger pouvait, pendant son occupation au sein de l'entreprise, travailler d'une part, comme je l'ai dit, sur l'interface graphique de vente en ligne du site de l'entreprise. Donc ça, c'est une création protégée par le droit d'auteur. Il travaillait également sur la mise au point d'une base de données de fiches produits de l'entreprise. Donc là, c'est protégé par un droit qu'on appelle sui generis. Je vais y revenir. Roger avait également mis au point avec les responsables marketing un nouveau logo pour l'entreprise. Donc la protection par le droit d'auteur et éventuellement par le droit des marques. Et enfin, Roger, quand il avait encore du temps libre et également le week-end le soir, avait mis au point un procédé permettant de récupérer la chaleur dégagée par les ordinateurs et la transformer en énergie électrique. Alors ça, c'est protégé par le droit des brevets d'invention. Et donc, voyons maintenant quels sont les droits, les prérogatives que cela confère aux titulaires des différents droits concernés. Alors, pour les créations protégées par le droit d'auteur, j'ai pris l'exemple de l'interface graphique du logo, mais ça pourrait aussi être un rapport d'analyse, une étude de marché, ça pourrait être une présentation PowerPoint de l'entreprise. Donc toutes ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur donne un monopole d'exploitation pour la reproduction, la communication publique des œuvres concernées. Le droit sui generis donne lui un monopole sur l'utilisation du contenu d'une base de données. Le droit des marques lui permet à l'entreprise d'avoir un monopole sur l'utilisation d'un signe dans la vie des affaires. Et enfin, le droit des brevets permet lui de monopoliser l'utilisation d'un procédé et la commercialisation des produits qui sont issus de ce procédé. Alors comme vous le voyez, il y a une grande variété de types de création et de régimes juridiques applicables, et donc cette variété nécessite que l'on clarifie au sein de l'entreprise les choses, et donc la première mesure préventive que nous suggérons, que nous conseillons, c'est tout d'abord de réaliser un double inventaire. Donc premièrement,
un inventaire par catégorie d'employés des principaux types de création qu'il pourrait être amené à produire pendant l'exécution de son contrat de travail. Et d'autre part, une fois que ce premier volet d'inventaire a été réalisé, avec l'assistance d'un conseil juridique, le cas échéant, déterminer quel est le régime juridique qui s'applique à ces catégories de création. Alors c'est important cet inventaire parce que c'est cela qui va vous permettre de déterminer quelles mesures de protection vous devez adopter à l'égard de vos employés d'une part et vis-à-vis de vos concurrents d'autre part. Donc voilà pour la première question. Alors nous pouvons passer maintenant à la deuxième question qui consiste à voir quelles mesures je dois prendre vis-à-vis de mes employés. Alors par rapport aux employés, une première observation préalable, c'est le fait qu'il est important d'envisager ces questions très tôt dans la relation de travail et si possible avant l'embauche. Quand le futur employeur aborde la question de l'exploitation des créations du possible futur employé, dans la négociation d'embauche, la plupart du temps, ça ne pose aucune difficulté. Le futur employé va accepter sans revendication particulière, dans la plupart des cas, les clauses permettant à l'employeur d'exploiter ses créations. Par contre, si vous attendez qu'une création qui a une certaine valeur économique soit réalisée, ou comme dans le cas de Roger, vous attendez qu'il soit parti pour envisager la question, vous risquez alors d'être en position beaucoup moins favorable dans la négociation et de devoir alors faire davantage de concessions pour obtenir les droits nécessaires à l'exploitation des créations de l'employé ou de l'ex-employé. Et donc, plus vous anticipez, moins ça risque de vous coûter cher sur ces questions-là. Donc, première remarque préalable. Ensuite, on va distinguer selon le type de création. On suit l'inventaire que j'ai évoqué dans la première question. Donc, pour les créations qui sont protégées par le droit d'auteur, le principe est que l'existence d'un contrat de travail ne suffit pas pour que l'employeur ait le droit d'exploiter les créations de ses employés. Donc il faut que le contrat de travail comporte une clause de cession en faveur de l'employeur. Alors dans certains régimes de droit d'auteur, comme en matière de logiciel, il y a une cession automatique prévue dans la loi en faveur de l'employeur. Alors ça permet de se dispenser d'une clause dans le contrat de travail, mais il faut néanmoins être prudent parce que ces régimes de cession automatique sont soumis à certaines conditions et donc ils ne s'appliqueront que pour autant que les conditions soient remplies. Et d'autre part, ces régimes de cession automatique ne portent pas nécessairement sur tous les aspects des créations. Par exemple, en matière de logiciel, la jurisprudence a considéré que les interfaces graphiques ne sont pas couvertes par la cession automatique de droit en faveur de l'employeur. Donc ça signifie que si une entreprise de logiciel n'a pas prévu de clause de cession dans ses contrats de travail, le logiciel créé par un employé pourrait, le cas échéant, être exploité par l'entreprise, mais à l'exclusion de l'interface graphique, ce qui est évidemment très problématique. Donc malgré les régimes éventuels de cession automatique des droits, il est vivement recommandé de prévoir des dispositions ad hoc dans le contrat de travail. Alors en matière de création protégée par le brevet d'invention, là le régime juridique est différent, mais les situations ne sont pas fondamentalement éloignées de ce qu'on a en droit d'auteur. Donc le principe, selon la jurisprudence, c'est que s'il n'y a pas de clause dans le contrat de travail, l'employeur pourrait dans certains cas exploiter les inventions de ses employés, pour autant que ces inventions soient bien réalisées sur instruction de l'employeur et pendant l'exécution du contrat de travail. Si on est dans une situation comme dans le cas de Roger, où l'invention est en partie réalisée en dehors du temps de travail avec des moyens propres de l'employé, la jurisprudence considère que dans ces cas-là, il n'y a pas de cession implicite de droit d'exploitation en faveur de l'employeur et donc là il est nécessaire d'avoir une clause appropriée dans le contrat de travail. Et donc ici également, on recommande vivement, dans tous les cas pour sécuriser la situation de l'employeur, de prévoir une clause appropriée dans le contrat de travail. Alors quand on parle de création comme les bases de données soumises au droit sui generis, là la situation est un peu différente puisque le régime du droit sui generis prévoit que le titulaire de ce droit est la personne qui a
consenti les investissements nécessaires à la réalisation de la base de données. Et donc, dans la grande majorité des cas, ce sera l'employeur. Et donc, pour ces créations-là, une clause de cession n'est pas indispensable dans le contrat de travail. Alors, au-delà de ces clauses de cession, il peut également être très intéressant et très utile de prévoir des dispositions particulières en matière de confidentialité, et cela afin de sécuriser la possibilité pour l'employeur d'exploiter ultérieurement les créations de l'employé. Esteban va vous en parler, notamment en matière de brevet d'invention. Donc je lui cède la parole pour aborder la question suivante, donc la troisième question, les mesures à prendre vis-à-vis des concurrents. Quelles mesures envisager pour me protéger de mes concurrents? La manière la plus efficace de répondre à cette question est de reprendre les différents exemples de création de rejet. Tout d'abord, un jour, par hasard, vous vous apercevez que l'un de vos concurrents utilise la même interface graphique que celle de votre site internet. Lorsque vous lui demandez des explications, celui-ci se prétend en être l'auteur. Nous voici dans l'hypothèse dans laquelle vous allez devoir prouver deux éléments. Tout d'abord, que vous êtes bien le titulaire de droit, et deuxièmement, que vous êtes le premier à l'avoir créé. Des mesures peu coûteuses permettent de prouver ces deux éléments. Déposer le code source chez un notaire ou auprès d'un tiers spécialisé tel que l'Office Benelux de la propriété intellectuelle permet de donner une date certaine à la création. De plus, vous pouvez apposer le symbole copyright suivi de la date de création et du nom de votre société. Même s'il s'agit d'une mesure facultative, elle présente l'avantage de créer une présomption dans le chef de celui qui appose ce symbole. Dès lors, ce sera à votre concurrent à prouver qu'il est bien l'auteur de l'interface graphique. Non seulement votre concurrent a copié votre interface graphique, mais de plus, il vient puiser les fiches techniques disponibles sur votre site Internet. Comme vous l'a expliqué Alexandre, les bases de données disposent d'une protection particulière que l'on appelle le droit sui generis. L'objectif de ce droit est de protéger les investissements substantiels liés à la création de la base de données. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, la condition est donc de prouver un investissement substantiel. Dès lors, il vous est conseillé de constituer un petit fichier dans lequel vous reprenez l'ensemble des documents attestant des investissements substantiels liés à la création de la base de données. En effet, il sera plus compliqué et plus coûteux pour l'entreprise de rechercher ces éléments par la suite. Et le logo. Un de vos concurrents a copié également votre logo vu son succès et son originalité. Il s'est donc inspiré de votre logo pour créer un logo similaire. Votre logo est protégé par le droit d'auteur dès sa création, ce qui vous permet d'en interdire la reproduction d'un logo identique. Toutefois, il ne vous permet pas d'interdire en principe la reproduction d'un logo similaire. Pour mieux se protéger contre l'exploitation d'un logo similaire, il vous est donc recommandé de procéder à l'enregistrement de votre logo afin qu'il bénéficie de la protection par le droit des marques. Toutefois, il faudra être prudent car justement, cette protection ne vous sera accordée que sur le territoire pour lequel vous la demandez. Enfin, vu le succès de l'invention de Roger permettant de réutiliser sous forme d'énergie la chaleur des ordinateurs, vous souhaitez à tout prix empêcher que vos concurrents ne puissent en tirer un avantage. La solution pour ce type d'invention technique est donc d'introduire une demande d'enregistrement auprès de l'office compétent. Tout comme pour le droit des marques, cette protection ne sera accordée que sur le territoire pour lequel vous la demandez. Il faudra être particulièrement vigilant car l'une des conditions de brevetabilité de l'invention est que l'invention soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déjà accessible du public à la date de la demande d'introduction du brevet. Dès lors, il est impératif d'assurer la confidentialité de l'invention, donc de ne pas la commercialiser ni de la divulguer. Peut-être existe-t-il une alternative à ces mesures de protection, comme par exemple le secret. En effet, je pense que personne ne va me contredire si j'affirme que les savoir-faire et les informations commerciales non divulguées constituent des éléments essentiels en vue de promouvoir l'innovation des entreprises. Ces éléments ne peuvent bénéficier d'une protection par les droits de propriété intellectuelle car son auteur ne peut en obtenir une exclusivité.
Cependant, ce système, peut-être hésitez-vous à breveter l'invention de Roger, car cela va vous coûter très cher et ne vous permettra d'obtenir une protection que pour 20 ans. Cependant, la grande différence avec la protection des droits de propriété intellectuelle est que le secret ne vous confère aucune exclusivité. C'est-à-dire que si l'un de vos concurrents découvre de manière licite votre secret et l'exploite, vous n'aurez aucun recours. Le secret, donc, ne coûte rien et est intemporel. Gratuit et intemporel, pas tout à fait, car en réalité, vous allez devoir investir dans des mesures de protection. En effet, une stratégie basée sur le secret nécessite de prendre des mesures permettant d'assurer la confidentialité de ces informations. Tout d'abord, d'un point de vue interne. Si vous voulez exploiter votre secret, vous allez devoir d'office le communiquer à certains de vos employés. Dès lors, il est conseillé de restreindre l'accès à ce secret seulement aux employés qui en ont besoin pour pouvoir exploiter votre secret eu égard à leur fonction. C'est-à-dire qu'en pratique, ce conseil peut être mis en pratique par justement une organisation interne basée sur différentes structures de niveau d'accès. À titre d'exemple, le personnel qui s'occupe de l'emballage de votre produit n'a pas besoin d'avoir accès au niveau de l'information, ni même aux locaux de fabrication. Une traçabilité des accès permet également de savoir qui a eu accès à votre information et à quel moment. Ensuite, d'un point de vue externe à l'égard des tiers. En effet, dans la pratique, généralement, les entreprises décident de s'associer avec une autre entreprise en vue de créer et commercialiser un produit. Cette collaboration implique nécessairement un partage d'informations. Dès lors, il est capital de prévoir des clauses de confidentialité afin de s'assurer que votre partenaire ne puisse divulguer vos informations ou ne puisse les exploiter avec l'un de vos concurrents. Ces mesures de protection permettent de procurer un avantage complémentaire par rapport au régime juridique que la Commission veut mettre en œuvre pour protéger le secret d'affaires. En effet, l'une des conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime juridique est que le détenteur du secret d'affaires ait pris des mesures raisonnables pour assurer la confidentialité de ces informations. Dès lors, on s'aperçoit qu'une bonne gestion contractuelle et des bonnes mesures de précaution permettent de limiter les risques de fuite et également de bénéficier de la protection de la directive. Alors en guise de conclusion, donc comme nous vous l'avons expliqué, donc il y a une série de mesures préventives qui permettent de sécuriser l'exploitation des créations des employés, donc réaliser un inventaire préalable des types de création, identifier les régimes juridiques applicables, ensuite en fonction de cela, déterminer quelles mesures préventives vous allez adopter vis-à-vis des employés et vis-à-vis des concurrents. Et remarque évidemment fondamentale sur laquelle on a déjà insisté, c'est l'intérêt qu'il y a pour l'entreprise d'un point de vue économique à anticiper ces questions et à les traiter le plus tôt possible par rapport à la naissance de la relation de travail. Comme l'exemple de Roger le montre, si vous traitez ces questions dès le début de la relation de travail, ça ne vous coûtera sans doute rien. Si vous attendez qu'un problème se pose, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher. Voilà, merci de votre attention.